Le légendaire Benny Hill Show, véritable institution, captivait des millions de foyers britanniques et s'exportait dans 140 nations à travers le globe. Pourtant, après 3 décennies de règne absolu, la chaîne a brutalement décidé de tout arrêter. Pour les intimes de la star, ce verdict a été un coup fatal, précipitant la fin tragique de ce géant de l'humour. Mais pourquoi avoir mis un terme à une émission aussi culte que scandaleuse? Et avez-vous eu vent de cette rumeur macabre selon laquelle la tombe de Benny Hill aurait été profanée? Si vous êtes fan de Benny, ou simplement passionné par les dessous de la télévision anglaise, vous ne pouvez pas passer à côté de ce récit fascinant. Mais rembobinons un instant. Comment le petit Alfred, garçon timide, s'est-il métamorphosé en Benny Hill? Quelles sont les véritables raisons de la chute vertigineuse du Benny Hill Show? Après tant d'années de gloire, à quoi ressemblait le crépuscule de sa vie, loin des caméras? Et quel regard portons-nous aujourd'hui sur son héritage controversé? Pour saisir toute l'ampleur du drame, il faut replonger dans l'Angleterre des années folles. C'est le 21 janvier 1924 que naît Alfred Hawthorne Hill à Southampton. Issu d'un milieu modeste, il grandit auprès de son père, Alfred Hill, un entrepreneur bourru, et de sa mère, Helen Cave, femme au foyer dévouée. Le jeune Alfred, Hawthorne, qui porte le nom de son paternel, est le cadet d'une fratrie de 3. La famille appartient à la petite classe moyenne. Le père tenant une boutique d'appareils chirurgicaux. Détail croustillant pour l'époque, le commerce de Monsieur Hill écoulait principalement des préservatifs, un produit tabou qui assurait pourtant le gagne-pain du foyer. Malgré cela, les fins de mois restaient difficiles et les Hill affrontaient les galères financières typiques de tant de familles en ces temps incertains. Marqués par la précarité, parents d'Alfred étaient d'une économie maladive, préférant cacher leurs billets sous le matelas plutôt que de faire confiance à la banque. Cette frugalité extrême deviendra plus tard une marque de fabrique de Benny, un trait de caractère dont la presse à scandale se moquera. Sans pitié. L'enfance du petit Alfie n'avait rien d'un conte de fées. Son père, surnommé le capitaine, imposait une discipline de fer, instaurant un climat de peur et de tristesse, ponctué parfois de violence physique. Sa mère, bien que douce, peinait à protéger ses petits contre cette autorité écrasante. Elle tentait néanmoins de gâter Alfie en secret, lui passant bien des caprices. En grandissant, il a commencé à se travestir, non pas par perversion, mais comme une échappatoire comique, une idée bouffonne qu'il allait plus tard brandir. Comme une arme dans sa carrière, il excellait dans ses sketchs où il incarnait des personnages féminins grotesques. Au fil des années, Alfie s'est découvert une passion dévorante pour le théâtre. Il adorait observer les spectacles, mais il sentait, au fond de lui, qu'il ne pouvait rester éternellement dans l'ombre. Il savait qu'il devait passer de l'autre côté du miroir. Et il avait une idée très précise de l'artiste qu'il voulait devenir. Il voyait le comédien monter sur scène, récoltant plus d'ovations que n'importe qui d'autre, toujours entouré de sublimes danseuses, adulé par la foule. Il voyait les femmes dans le public s'esclaffer, à ses blagues, applaudir à tout rompre, et il se disait « Ce type doit être riche à millions pour être la star incontestée. » Cerné par de telles beautés, tout le monde l'aime, c'est exactement la vie qu'il me faut, répétait Alfie. Pourtant, à cette époque, rêver de devenir comique n'était pas pris au sérieux, surtout pour un fils de la classe moyenne. Le père d'Alfie insistait lourdement pour qu'il trouve un vrai travail. Benny a donc enchaîné les petits boulots, passant des rayons de Woolworths à la livraison de lait avec sa charrette à cheval. Mais dès qu'il avait du temps libre, il courait les cachets dans les salles de concert et les petits cabarets. Finalement, il a pris un aller simple en train. De Southampton à la gare de Waterloo,
avec à peine un sou en poche et une simple valise. Mais il débordait d'optimisme, porté par son rêve de gloire. Petit à petit, il a commencé à décrocher des engagements et à se faire un nom dans les cercles du théâtre. Hélas, son ascension dans le show-business fut brutalement stoppée par la Seconde Guerre mondiale. Il a d'abord trouvé du travail comme régisseur avant d'être appelé sous les drapeaux. Par chance, il a évité le front pour rejoindre le corps des spectacles où sa mission était de divertir les troupes durant ces heures sombres. C'est durant cette période charnière qu'il a croisé la route du légendaire comique Reg Varney. Si Alfie voyait en Reg un mentor, ce dernier a vite compris qu'Alfie, bientôt célèbre sous le nom de Benny Hill, n'avait besoin d'aucune leçon. Je n'avais rien à lui apprendre, il avait ça dans le sang. C'était un artiste brillant, aucun doute là-dessus. Regardez simplement les sommets qu'il a atteints. Une fois la guerre terminée, Benny Hill a sillonné l'Angleterre en tant qu'artiste itinérant. Au début, il jouissait d'une certaine notoriété. Mais celle-ci a commencé à s'effriter avec le temps. Les rires se faisaient plus rares, les applaudissements moins nourris. Et lors de son retour à Londres, son moral était au plus bas. Cependant, le destin lui réservait une opportunité. Or, Benny Hill avait acquis une expérience inestimable sur les planches et à la radio, mais un nouveau média émergeait, prêt à révéler sa véritable vocation, la télévision. Benny a eu l'intuition que le petit écran pouvait toucher un public massif sans l'obliger à s'épuiser en tournée. Se sentant décliné sur scène, il a vu là sa chance de renaissance. Face à l'échec cuisant de mes débuts artistiques, j'avais pris la résolution radicale de m'effacer dans les coulisses comme scénariste. Ma carrière de comique ne décollait pas, alors je me suis enfermée 7 semaines pour écrire frénétiquement une montagne de sketchs. J'ai fini par solliciter une entrevue avec le grand Ronnie Waldman, le patron du divertissement. Il m'a demandé « C'est quoi tout ça ?» J'ai rétorqué avec audace. « Des sketchs ? La télé va bientôt être à court de jus et il vous faut du matériel frais. » J'ai ajouté une petite ruse psychologique. « Ne croyez pas que j'ai mis les pépites sur le dessus, dites-moi stop quand vous voulez. » Et je tirerai une page au hasard pour vous la lire. Intrigué, Wildman a joué le jeu, a choisi un script, mais au lieu de le lire, il a exigé que je l'interprète sur le champ. Il ne voulait pas de l'encre, il voulait de la vie. Pris de court, je me suis lancée. C'est là, dans ce bureau, que la magie a opéré. Ronnie a compris que ces textes n'existaient que par la performance unique de Benny lui-même. Personne d'autre ne pouvait les incarner. Grâce à ce coup de génie de Wildman, Benny Hill est revenu, sous les projecteurs, et cette fois, pour ne plus jamais en repartir. La première du Benny Hill Show en 1956 fut un événement marquant. Tourné en noir et blanc, ce mélange explosif de musique, de danse et d'humour a fait l'effet d'une bombe. C'est devenu instantanément le rendez-vous incontournable de la BBC. En un éclair, Benny est devenu le visage le plus célèbre du petit écran britannique. Alors que tant d'artistes de scène se brûlaient les ailes en passant à la télévision, incapables de s'adapter à ce format intime, Benny, lui, a dompté la caméra avec une aisance déconcertante, ce qui lui a valu une gloire immédiate. Il aimait viscéralement la télévision et elle le lui rendait bien. C'était une évidence. Il était né pour ce média naissant. Sa faculté extraordinaire d'endosser de multiples identités en un claquement de doigts était du jamais vu. Surtout à une époque où la polyvalence était rare, Benny Hill n'était pas qu'un simple comique, c'était un pionnier visionnaire. Chaque émission battait des records d'audience, propulsant sa carrière vers la stratosphère. Mais Benny n'était pas homme à se reposer sur ses lauriers. Au-delà du sketch pur, il nourrissait l'ambition secrète de briller dans les sitcoms narratives. En 1962, il lance Portrait of a Bridegroom, où il réalise la prouesse de jouer 4 rôles distincts.
Même si cette série n'a pas atteint les sommets vertigineux du Benny Hill Show, son émission culte continuait de tout écraser, confirmant son statut de superstar indétrônable. Il n'avait pas peur du risque, et les producteurs lui signaient des chèques en blanc, prêts à tout pour obtenir du contenu de sa part. Pourtant, l'histoire d'amour avec la BBC a fini par tourner court. Après une brève aventure avec ITV, son destin a basculé pour de bon lorsqu'il a rejoint les rangs de la Thames Television. C'est sous l'égide de la Thames qu'il a relancé une nouvelle version du Benny Hill Show, celle qui allait conquérir le monde entier. Le programme a ravagé les audimats nationaux et internationaux. Touche à tout de génie, il a aussi squatté le sommet des charts avec ses chansons à succès et a brillé au cinéma dans des courts-métrages télévisés et des longs-métrages cultes. Impossible d'oublier son rôle d'Ernie, le laitier le plus rapide de l'Ouest, ou celui du fabricant de jouets dans le légendaire Chitty Chitty Bang Bang. Et que dire de sa performance en professeur Simon Peach dans L'or se barre. Il y a fort à parier que certaines actrices de ce film gardent un souvenir très vif, voire indélébile, de sa présence sur le plateau. Sans forcer son talent, Benny s'était mué en icône planétaire, vénérée en Grande-Bretagne comme en Amérique. Si l'humour verbal passait parfois mal la frontière, la comédie visuelle, le slapstick et les courses-poursuites effrénées parlaient un langage universel qui a séduit l'Amérique. Sa fortune a enflé à une vitesse vertigineuse, tout comme sa cote de popularité. Il ne pouvait plus sortir sans provoquer une émeute, traqué par les fans de Londres à New York et même dans les rues de France. Il n'était plus seulement une vedette, c'était un magnat du rire. Mais derrière les paillettes, l'homme restait une véritable énigme. Malgré ses millions, Benny entretenait un rapport complexe, presque coupable avec l'argent. Il vivait comme un moine, dans un petit appartement, sans faste ni possession, ce qui rendait la presse tabloïde complètement folle face à ce mystère. Il expliquait ce minimalisme avec une philosophie déroutante. Avec tout l'or du monde, on ne peut porter qu'une seule chemise et un seul pantalon à la fois. On ne peut manger qu'un seul repas. Si je vais à Paris, ce que je fais, parfois les poches pleines de billets, qu'est-ce que ça change? Je peux dormir dans un palace ou aller voir un spectacle. Pour 20 livres, mais c'est le maximum. Je suis perpétuellement au régime. Je ne peux pas festoyer chez Maxim's tous les soirs. Même si j'en ai les moyens, ce n'est pas l'argent qui me freine, c'est cette obsession de la santé qui me suit partout. À ce stade de son existence, on aurait pu croire que Benny Hill était l'homme le plus heureux de la création. Une carrière florissante, une richesse incommensurable et l'adoration de la planète entière. Sa vie ressemblait à un conte de fées. Et pourtant, comme on le sait trop bien dans ce métier, plus l'étoile brille fort, plus les ombres qui l'entourent s'épaississent. Comme pour toute grande star, il y avait une armée de vautours attendant impatiemment un effondrement spectaculaire. Les inconditionnels du Benny Hill Show se rappellent sans doute la pléthore de séquences mettant en vedette des femmes sublimes. Benny avait cette habitude controversée de convier des actrices pour des auditions privées à son domicile, ce qui alimentait les rumeurs de liaisons amoureuses avec bon nombre d'entre elles. C'était du pain béni pour la presse à scandale, qui s'empressait d'étaler ses histoires sulfureuses dans les tabloïds pour salir sa réputation. Pourtant, l'homme restait une véritable énigme, protégeant farouchement son intimité, ce qui ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Des spéculations. Après sa disparition, certains ont même avancé l'hypothèse qu'il cachait une homosexualité refoulée. Bien que le principal intéressé n'ait jamais semblé troublé par ces bruits de couloir. Au contraire, il trouvait ces commérages plutôt divertissants et refusait catégoriquement de se laisser atteindre, et ce même à une époque où l'homosexualité demeurait un crime au Royaume-Uni jusqu'à la fin des années 60. Malgré un triomphe qui ne se démentait pas,
La carrière de Benny Hill a fini par essuyer des tirs nourris, les critiques ciblant spécifiquement la nature même de son émission. Toutefois, aucun âge d'or n'est éternel. Il y a eu cette déclaration cinglante. Je pense qu'il faut une certaine censure, car trop de choses me révoltent à l'écran. Prenons un exemple concret. Est-il normal qu'un humoriste clôture chaque programme en arrachant les habits d'une femme pour la pourchasser ensuite à travers un parc, alors qu'elle est en simple lingerie? Dans notre société actuelle, où les femmes ne peuvent même plus traverser un jardin public sans craindre pour leur sécurité, c'est une image profondément dérangeante. Ces mots durs furent prononcés par l'humoriste et auteur Ben Elton, se faisant le porte-voix d'une indignation grandissante envers le style de Benny Hill. Il est pourtant crucial de rectifier la vérité. Jamais une telle scène, telle que décrite avec véhémence, par Ben Elton lors de son passage chez Sir Terry Wogan, n'a existé dans le show. C'était une exagération manifeste. Néanmoins, avec le passage des années et l'évolution des mentalités, le programme et sa vedette ont commencé à être jugés sous un angle radicalement nouveau. Diffusé pendant une période incroyable de 30 ans, de 1959 à 1989, le Benny Hill Show a traversé les époques, passant de la BBC à Thames Television et survivant à plusieurs interruptions. Débutant à l'ère du noir et blanc pour finir en Technicolor, la série a cumulé plus de 100 épisodes, charmant des générations entières. Des téléspectateurs. Ceux qui riaient devant leur poste dans les années 60 ont vu leurs propres enfants faire de même durant les années 80, tous réunis pour savourer l'humour de Benny Hill. De nos jours encore, les rediffusions parviennent à capter l'attention d'un tout nouveau public. Cependant, l'unanimité était loin d'être acquise. Alors que le show entamait sa dernière décennie d'existence, il s'est heurté à des obstacles majeurs. L'audience commençait à s'effriter, et à l'aube des années 90, Benny Hill reçut la terrible nouvelle. Son contrat ne serait pas reconduit. Mais quelle était la cause de cette chute brutale? Entre rire et polémique, le Benny Hill Show était un spectacle de variété fortement imprégné par le style burlesque américain et les codes du cinéma muet, garantissant au public des surprises à chaque paix. L'humour slapstick et les allusions coquines y étaient légion. Benny Hill exploitait aussi magistralement le support filmique pour créer ce qu'il nommait de l'animation en direct, usant de trucage visuel pour orchestrer des illusions hilarantes, jouant parfois plusieurs rôles en simultané dans un même sketch. Il adorait parodier sans vergogne les célébrités britanniques et américaines, intercalant des chansons comiques au milieu de scénettes saturées de sous-entendus grivois, mais la véritable signature de l'émission restera à jamais ses courses-poursuites effrénées sur l'air mythique de Yakety Sax de Boots Randolph. Il accélérait l'image pour imiter le style des Keystone Cops, mais avec une variante de taille. Au lieu de policiers maladroits traquant des bandits, c'était Hill lui-même qui fuyait une horde de jeunes femmes court-vêtues, souvent à la suite d'un quiproquo grotesque qui dégénérait totalement. Cependant, durant les années 80, le paysage comique britannique a subi une mutation profonde et irréversible. L'humour léger, parfois un peu leste, des programmes comme le Benny Hill Show, les films Carry On ou encore Are You Being Served, bien que toujours populaire, voyait sa suprématie s'effondrer. Ces piliers de la télé faisaient face à une critique de plus en plus virulente, non seulement de la part d'un public jugeant le contenu offensant, mais aussi venant de leurs propres collègues de l'industrie. Cette décennie marqua l'avènement de la comédie alternative, une rupture nette avec les traditions humoristiques d'antan. Cette nouvelle vague se définissait par son esprit rebelle et contestataire, remettant en cause les politiques, les normes sociales et les conventions rigides de la société britannique, même si elle puisait ses racines dans l'humour anglais classique. Elle n'hésitait pas à mordre la main qui l'avait nourrie,
tout en subissant ses propres critiques au sein de la communauté artistique. La question qui fâchait était sur toutes les lèvres. Le Benny Hill Show était-il misogyne? Les détracteurs accusaient la série de réduire les femmes à l'état d'objet, et plusieurs actrices sont sorties du silence pour dénoncer des faits de harcèlement sexuel en coulisses. La danseuse Nikika a raconté que Hill lui avait un jour serré la poitrine bien trop fort lors d'une répétition, tandis que l'ancienne mannequin de charme Stephanie Martin et la reine du punk Hazel O'Connor ont toutes deux affirmé qu'on leur avait fait miroiter des contrats en échange de saveurs sexuelles. Face à cette tempête médiatique, Benny Hill a toujours nié en bloc, bien que les témoignages des danseuses célèbres aient continué de planer comme une ombre sombre sur la fin de sa carrière et sur son héritage posthume. Le fameux groupe de danseuses connu sous l'appellation Hill's Angels comptait dans ses rangs une certaine Jane Leeves, celle-là même qui deviendra une star mondiale en incarnant Daphné dans la sitcom à succès Frasier. Si une partie de l'équipe de production jurait que l'ambiance était fantastique, décrivant Benny Hill comme une figure paternelle bienveillante qui traitait tout le monde comme sa propre famille, la réalité était tout autre pour certains collaborateurs qui ont vécu des moments bien moins glorieux. Sue Upton, une amie intime de la star qui gérait la troupe, a fermement rejeté toutes les allégations de misogynie, insistant sur le fait que, dans les scénarios, c'étaient systématiquement les femmes séduisantes qui finissaient par avoir le dernier mot sur les hommes. Pourtant, des critiques acerbes comme Justin Gray ont pointé du doigt que l'humour du programme oscillait dangereusement entre un sexisme ordinaire et une misogynie totalement décomplexée, tout en admettant que le style burlesque pouvait rappeler les pitreries légendaires de comiques muets comme Harpo Marx. D'autres voix, comme celle de Jamal Hughes du journal The Independent, ont pris la défense de l'humoriste, arguant que si l'on juge avec nos standards modernes, les blagues et les sketchs de Benny Hill semblent finalement plutôt inoffensifs, voire simplement démodés et kitsch. Au-delà du sexisme, le racisme était aussi au cœur de la tourmente, certains segments du Benny Hill Show étant accusés de véhiculer des stéréotypes raciaux grossiers et blessants envers les minorités. Tandis qu'une nouvelle vague de comédies alternatives émergeait au Royaume-Uni pour combattre activement le racisme. Des observateurs ont trouvé que l'acharnement contre les classiques de l'humour comme le Benny Hill Show était excessif et semblait motivé par une certaine rancœur personnelle. La polémique n'a jamais vraiment cessé quant à savoir s'il fallait rediffuser ces contenus, soulevant la question épineuse de la séparation entre l'œuvre et l'artiste. Faut-il célébrer Benny Hill comme un génie incompris du rire? C'est le grand paradoxe. Alors qu'il était une véritable idole à l'étranger, il subissait un rejet violent dans sa propre patrie. Mais pourquoi une telle chute? Pourquoi Benny Hill a-t-il été brutalement effacé du paysage audiovisuel? C'est un mystère pour beaucoup. Comment le Benny Hill Show a-t-il pu être annulé, alors qu'il représentait l'une des plus grandes réussites culturelles britanniques à l'exportation, cartonnant notamment aux États-Unis? La réponse se trouve dans les chiffres. L'audience s'effondrait. Alors que l'émission captivait plus de 21 millions de Britanniques en 1977, la situation avait radicalement changé à la fin des années 80. En 1989, le programme luttait péniblement pour atteindre la barre des 10 millions de fidèles par épisode. Dans un effort désespéré pour sauver les meubles, elle a tenté de rendre son humour plus provoquant, mais cette stratégie a échoué lamentablement face à un public dont les goûts avaient évolué. En mai 1989, le verdict est tombé comme un coup près. John Howard Davis, le patron du divertissement chez Thames Television, a pris la lourde responsabilité de virer la star. Invoquant la chute libre des audiences et des coûts de production devenus exorbitants, Davis a confié au journal The Guardian que l'émission avait tout simplement fait son temps, ajoutant cette phrase assassine. Benny était génial quand il était jeune, mais voir un homme approchant la soixantaine courir après des filles en petite tenue, c'est juste glauque. Cette décision a frappé Benny Hill de plein fouet.
Il ne s'y attendait absolument pas et s'est retrouvé totalement anéanti par cette annonce brutale. Pour remplacer son émission phare, Davis a misé sur un nouveau visage, celui de Rowan Atkinson avec son personnage de Mr. Bean. Un pari gagnant, puisque la série a rencontré un succès planétaire immédiat sous la supervision de ce même Davis. Mais que s'est-il passé une fois les caméras éteintes? Malgré son statut de superstar mondiale, Benny Hill menait une existence d'une discrétion absolue, presque monacale. Même s'il était entouré d'amis fidèles, sa vie sentimentale était un désert affectif, marqué par le refus cuisant de 3 femmes différentes à ses demandes en mariage. Comme le racontait Dave Freeman, son co-auteur et confident, l'humour n'était pas un métier pour Benny, c'était sa seule et unique raison de vivre. Il passait l'intégralité de son temps libre scotché devant son téléviseur, cherchant l'inspiration et griffonnant frénétiquement des idées de nouveaux sketchs. C'était un perfectionniste maladif, une obsession qui le rendait parfois insupportable aux yeux de son entourage, même lorsqu'il était censé se détendre en vacances. Son cerveau ne déconnectait jamais du travail. Il notait la moindre idée sur tout ce qui lui tombait sous la main, des bouts de journaux aux cartons de chemise, qu'il s'empressait de poster chez lui. L'homme vivait avec une frugalité déconcertante, dépensant ses sous au compte-gouttes malgré une fortune colossale estimée à près de 100 millions de dollars. Incroyable mais vrai, Benny n'a jamais été propriétaire ni d'une maison ni d'une voiture, préférant louer un simple appartement de 2 pièces. Il occupait une seule pièce de ce logement qu'il laissait totalement nu, sans la moindre décoration ni photo au mur pour égayer l'espace. Après l'annulation brutale de son show, il s'est transformé en véritable ermite, se cloîtrant chez lui et coupant les ponts avec le monde extérieur, ce qui a précipité sa fin. Sa santé s'est dégradée à une vitesse alarmante. Après avoir subi une crise cardiaque mineure en février 1992, il a obstinément refusé l'opération de pontage coronarien que les médecins lui recommandaient vivement. 1 semaine plus tard, le diagnostic d'insuffisance rénale tombait. Mais là encore, il a choisi de rejeter la dialyse. C'est durant sa convalescence à l'hôpital Royal Brompton de Londres qu'il a vécu un moment surréaliste. Une visite surprise du roi de la pop en personne, Michael Jackson. Ce dernier lui a avoué être un fan absolu, révélant qu'il possédait des enregistrements de tous ses épisodes. Ces 2 légendes du divertissement auraient même échangé des idées de collaboration, imaginant un sketch où des trucages vidéo feraient danser Benny plus vite que Jackson lui-même. Malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour. La santé de Hill a continué de sombrer jusqu'à ce qu'une thrombose coronaire fatale l'emporte, causant son décès seulement 2 mois après cette rencontre mémorable. Le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'il a fallu attendre près d'1 semaine entière avant que l'on ne découvre sa dépouille. Ce sont des voisins, inquiets par une odeur pestilentielle s'échappant de son appartement, qui ont fini par alerter son agent de presse, Dennis Kirkland. En pénétrant dans les lieux, Kirkland a découvert son ami sans vie, affaissé sur son canapé devant la télévision, une fin solitaire et déchirante pour celui qui avait fait rire le monde entier. Au milieu du chaos indescriptible qui régnait dans la résidence de la star, on a découvert un placard débordant de récompenses poussiéreuses et une montagne de chèques jamais encaissés. Mais le véritable scandale a éclaté après sa mort. Pourquoi des pilleurs ont-ils osé profaner la dernière demeure de la légende Benny Hill à la recherche d'un butin fantôme? Né Alfred Hawthorne Hill, il a commencé loin des paillettes, les mains dans le cambouis, comme mécanicien et chauffeur de camion pour l'armée britannique, avant de rejoindre les services de divertissement. C'est là que son commandant, repérant son génie comique indéniable, l'a propulsé sur le devant de la scène, changeant son destin à jamais. C'est durant cette période charnière qu'il a tiré un trait sur Alfred, pour devenir Benny, un vibrant hommage à son idole absolue, le grand Jack Benny. Son style inimitable,
Mélange de slapstick et de mime, puisait directement dans l'héritage de géants comme Laurel et Hardy, et surtout l'immense Charlie Chaplin. La consécration ultime arrive en 1991, lorsqu'il reçoit le prix Charlie Chaplin et découvre avec stupeur que son idole l'admirait en retour. Après la cérémonie, Eugène, le fils de Chaplin, l'entraîne dans le bureau privé de son père pour lui dévoiler une vaste collection de cassettes du Benny Hill Show. Il lui révéla alors ce secret bouleversant. Chaplin lui-même considérait Benny non seulement comme un père, mais comme le plus grand comique de tous les temps. Tristement, Benny et son idole partageaient un destin macabre, la violation de leur sépulture peu de temps après leurs funérailles respectives. Des rumeurs folles prétendaient qu'il avait été inhumé avec sa fortune en or, mais les pilleurs n'ont trouvé aucun trésor et, par miracle, n'ont pas touché à sa dépouille. Côté héritage, c'était le chaos. Son testament léguait tout à ses parents déjà décédés, et sa fortune colossale a finalement dû être partagée entre ses 7 nièces et neveux. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise au cimetière, sa tombe est désormais scellée par une lourde dalle de béton et protégée par une grille métallique robuste. Malgré les controverses, n'oublions jamais que son émission a pulvérisé les records d'audience, surpassant même la popularité des Monty Python à leur apogée. Le talent de Benny a été salué par la profession, avec un BAFTA du meilleur scénariste en 1972 et des nominations aux Emmy Awards en 1980 et 81. Quant à la musique culte Yakety Sax, elle reste gravée dans les mémoires collectives, ayant été élue thème favori de la nation lors d'une émission spéciale sur ITV. La légende perdure encore. En 2021, une comédie musicale retraçant sa vie tumultueuse et sa carrière exceptionnelle a même vu le jour dans le West End à Londres. Et vous, avez-vous eu la chance de voir ce spectacle? Dites-nous tout. Étiez-vous un inconditionnel de l'humour de Benny Hill ou le trouviez-vous trop osé? On veut savoir quel était votre sketch favori et bien sûr qui était votre Hills Angel préféré parmi toutes celles qui ont traversé l'écran. Partagez vos meilleurs souvenirs et anecdotes dans les commentaires ci-dessous si vous avez apprécié cette plongée dans la vie secrète de Benny. N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater de nos prochaines histoires de stars. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce retour en arrière nostalgique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.